Bonjour à tous, voilà, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, on va voir, on va peut-être essayer de la découper, je vais voir un peu par la suite comment je vais vous présenter ça. En tout cas, une vidéo très longue et j'espère qu'il sera complète puisque je vais vous parler de... Alors je ne sais pas comment appeler ça finalement, de correcteur d'acoustique, d'optimiseur d'enceinte, voilà. Je vais tester des outils avec vous. Par la suite, j'aurai d'autres invités. J'aurai mon complice Patrick Thévenot qui va me rejoindre pour m'aider à vérifier un petit peu ce qui a été fait avec tous les outils qu'on va tester. Il nous parlera du Trinov et on fera une comparaison un peu plus complète entre le ST2, l'ancienne génération et la nouvelle génération, donc la Nova, qui est sortie il y a environ un an. On aura la chance d'avoir Alexandre Garcia qui représente la marque, qui sera avec nous pour nous présenter la machine et essayer d'aller un petit peu dans les recoins des réglages. Voilà, il nous montrera tout ça. Pour démarrer, je vais vous présenter donc deux premiers outils. Le premier de ces deux, ça va être le Sound ID de Sonarworks. Voilà. Donc, on avait testé avec Patrick il y a pas mal d'années, je crois que c'était il y a environ 5 ans, je crois à peu près, je sais plus exactement. L'ancienne version qui était la référence 4, je crois, si je dis pas trop de bêtises. Et donc, aujourd'hui, on va tester la dernière version, donc la Sound ID, donc, que j'ai récupérée sur le site de Sonarworks. Et donc, on va tester tout ça. Alors, je sais évidemment par avance, puisque bon, en préparant la vidéo, on a fait beaucoup de tests, hein, vous vous doutez bien, on a déjà testé les outils, on a fait beaucoup de manips. Je vais pas forcément tout reprendre en détail, tout ce qui se passe dans l'utilisation, notamment l'optimisation, les mesures, etc. Parce que c'est des choses qui ont déjà été faites sur Internet, il y a des gens qui l'ont très très bien fait. L'idée, c'est pas de refaire ça, mais c'est de voir un petit peu les options et puis peut-être pointer les sujets qu'on développera un peu plus en détail avec Patrick, et notamment quand on va mesurer avant et après les corrections de chacun de ces outils, que ce soit le SonarWorks et dans un deuxième temps l'Arc Studio. Pour commencer, j'ai lancé donc, le logiciel Sound ID référence mesure, qui va me permettre tout simplement donc, de suivre un petit peu le protocole que nous propose SonarWorks pour optimiser notre système. J'ai lancé le logiciel, on tombe un petit peu sur cette interface. Donc Get Started, donc voilà, donc là on va démarrer le protocole. Pour démarrer, il me propose de choisir ma configuration. Là dans mon studio ici, j'ai un système 2.1, mais on va faire l'expérience que sur les deux satellites. Là j'ai deux enceintes Bora donc de Prosodia. Bon, j'ai aussi une paire d'NS10, on fera peut-être une expérience aussi avec les NS10 pour voir un petit peu. Mais là je vais tester les Bora. Je suis bien en 2.0, je vais faire Next. Voilà, là il me propose une petite checklist pour vérifier si mon installation est bonne. Il me propose de vérifier si j'ai bien mis le 48 volts sur le système de mesure. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Sound ID est livré avec un micro de mesure qui est adapté en fait au logiciel, donc il y a son propre fichier de calibration. Moi je ne l'ai pas. Quand on a fait nos tests, donc on a fait hors caméra évidemment avec Patrick, on a utilisé donc son Earthworks, le haut de gamme de Oxworks, j'ai plus la référence du micro, mais c'est un micro extrêmement droit, il n'y a pas trop de soucis. Là, pour la vidéo, je vais utiliser un petit Beyer. Voilà, il a un fichier de calibration, mais c'est vrai que si on veut faire les choses correctement, ça c'est valable pour n'importe quel, comment dire, dès qu'on veut faire une mesure, quoi, une mesure acoustique, en fait, il faut utiliser un fichier de calibration sur son micro. Ma checklist, j'ai l'anime fantôme, donc je ne l'ai pas mise en plus, vous voyez, comme quoi il a bien fait de me le demander. Je vais ouvrir, je vais la trouver, l'interface de ma Neumann. Là, j'ai muté mes enceintes, voilà, je vais les démuter. Je vais aller donc alimenter mon 48 volts, donc je suis en micro.
48 volts, voilà. On voit qu'il se passe un petit peu des choses. Je vais montrer le gain par la suite. Mon input et output is routed to the same device. Là, ils veulent dire que les entrées-sorties sont connectées à travers la même interface, donc c'est bien le cas, il n'y a pas de souci. Et le microphone, bien sûr, peut être entendu à travers le système, donc pas de problème. Je vais cocher tout ça, tac. C'est vrai que c'est bien fait, hein. On a le petit truc. Quelle interface je vais utiliser? Ah oui, donc c'est vrai que Sound ID, j'ai vu justement, Avid m'avait contacté, donc effectivement, le Sound ID maintenant est intégré dans certaines interfaces. Donc moi, c'est pas le cas, puisque j'utilise une Neumann MT48, donc qui est là. Il me demande de sélectionner l'entrée de ma carte son. Et ben c'est bien l'entrée MT48 input 1, si je dis pas trop de bêtises, voilà. Tap your microphone gently to check the input signal. Là, il me demande d'aller gratter un petit peu le micro pour voir si ça passe. Je vais taper voilà, dans les mains, je suis un peu loin parce qu'il est là. Donc on voit que ça passe, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça marche. Je vais faire next, voilà. On en arrive à cette fameuse étape, donc comment dirais-je, la calibration du micro. Comme je vous disais à l'instant, si vous achetez donc un Sound ID, vous avez un micro livré avec, et vous avez donc une petite référence dans laquelle certainement est inclus le fichier de calibration, et donc automatiquement le logiciel le reconnaît, et vous pourrez mesurer sans problème. Donc moi c'est pas le cas, vous voyez, donc je vais utiliser un autre microphone. Donc je vais faire Next. Voilà, il me demande quand même de charger le fichier de calibration. Je vais aller voir si je l'ai, tiens. Il me semble que je l'ai. Je suis pas sûr, mais je vais aller voir. Ouais, je l'ai. Voilà. Donc j'ai deux fichiers. Voilà, j'ai le fichier donc, de calibration à 0 degré et à 90 degrés. Donc là, le micro, il est à 0 degré, donc je vais charger ça. Et donc, il me donne effectivement la courbe du micro. Voilà. Il me dit qu'il y a un petit truc dans l'aigu, donc c'est normal, hein, puisqu'on est à 0 degré. Donc voilà. Il me l'a bien reconnu, donc c'est chouette. Donc je vais faire Next. Tac. Voilà. Là, on arrive dans une autre page où il me demande I see the output channel for your setup. Donc, il va certainement me demander de tester les sorties, voir si ça passe. Donc, si je fais output 1, je serai forcément à gauche. Et là, je suis à droite. Fantastique, ça marche. Donc, je suis bien branché. Là, en fait, voilà, donc comme c'est indiqué en anglais, donc je lis en même temps, je traduis. Les prochaines étapes sont designées, faites pour que le logiciel puisse, comment dirais-je, localiser donc le sweet spot. Donc je pense qu'il va faire ça avec le micro, il va certainement envoyer des impulsions pour localiser ça. On va faire next. Alors, speaker volume ajustement, réduire output gain. Donc voilà, mon gain, il est plutôt baissé. Il me demande de lancer un petit test. D'accord, et là il me demande Use l'interface Amplifier Control to adjust the level of conversation. Voilà, donc en fait il me demande de monter le niveau, le volume si vous préférez, de ma carte pour faire en sorte que j'entende la voix qui est enregistrée comme si elle était en face de moi, en fait, comme une conversation normale. Ça, j'imagine que c'est pour, en fait, on va dire que c'est un peu l'étalonnage du volume de sortie des enceintes. Voilà, puisque quand on fait une mesure acoustique en bonne uniforme, ça vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, l'idée c'est en fait de, comment dirais-je, envoyer donc un signal qui module à environ 80 dBc, voilà, donc ça on le mesure avec un sonomètre. Donc là on le fait à l'oreille, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je vais le refaire. Donc je vais monter mon niveau, je peux vous le montrer là d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici j'ai mon niveau qui monte. Alors je vais le refaire.
Left speaker. Right speaker. Voilà, c'est pas mal. Je vais mettre à moins 30 dB. Là, j'ai à peu près le niveau qui me paraît bien. Donc, mon volume is set. On est OK. Voilà. Donc là, il me demande d'enlever tout ce qu'il peut y avoir de gênant autour de l'espace acoustique. Enfin, en tout cas, du sweet spot. Donc là, bon, bah, j'ai mes enceintes, j'ai ma console, j'ai rien, j'ai pas de chaise. Je l'ai mis sur le côté. Moi, je suis derrière mon bureau ici. Donc, j'ai rien qui gêne. Hold the measurement microphone in your hand. Donc voilà, donc il va me demander de le tenir à la main, de le garder au centre donc du listening spot, donc au centre du point d'écoute. Adjust the mic level. Voilà, donc ça c'est les prochaines étapes qui m'attendent. Et ben je vais faire next. Voilà, je peux lui demander de ne pas voir les tutos, mais c'est plutôt bien fait. Voilà, d'accord, ok, donc ok. Qui faisait microphone à la main, voilà, parce que bon, je sais, tout ça on l'a déjà fait, donc je sais ce qui va se passer. Voilà, donc là je l'ai mis sur un pied. On va peut-être commencer par ça. Got it. Voilà. Donc là, il va. Donc mon micro est déjà en place, donc je vais éviter de le tenir à la main. Toutes les étapes, je vais le faire quand même, mais je le ferai rapidement pour pas vous embêter avec ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il va faire une mesure. Voilà, donc là en fait il envoie un petit sweep et donc je dois ajuster le gain du volume, vous l'avez vu. Donc là je vais utiliser mon gain ici, je vais le refaire. Voilà, donc là les gains sont bien faits. Donc là c'est, si vous voulez, ça c'est, je sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo avec Patrick aussi sur les mesures acoustiques. Ça c'est comme si on avait fait, voilà, on avait envoyé une espèce de bruit rose qu'on avait étalonné à 80 dB ou 79 dBc pour être précis. C'est la norme ITU, donc avec un sonomètre, et que donc quand on rentre dans le room EQ ou dans un Clio, peu importe, on ajuste le niveau d'entrée du micro pour obtenir donc des niveaux équivalents. Donc c'est un petit peu ça, sauf que là on le fait de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus cool. Donc voilà. Donc là, voilà, sélectionner le système de mesure. Donc on va rester en métrique, c'est très bien. Donc là, il me demande de ne pas rester entre les haut-parleurs, bien sûr, et de tenir le microphone à 1 ou 2 cm. Donc voilà, donc ça je vais le faire. Donc je pense que je vais arriver après, got it. Voilà, donc là il me demande de tenir le micro à 1-2 cm donc du haut-parleur. Je vais prendre le micro à la main, à l'ancienne. Je vais enlever le pied. Et on est parti. Stay where you are. Measurements in progress. Left speaker done. Ok, donc l'enceinte de gauche est faite. Je vais faire donc l'enceinte de droite. Stay where you are. Measurements in progress. Right speaker done. Donc là, il me montre les dimensions. Donc là, grâce aux petites impulsions hein, et au sweep qu'il a pu faire, donc il a tout de suite pu entendre le décalage temporel entre les deux, et donc il a conclu que j'avais un écart de 148, donc c'est exactement ça, puisque j'ai 150, donc on est pile poil. Donc il a très bien trouvé le truc. Donc là, il va me demander de mettre le microphone au point d'écoute. Voilà. Le micro est au point d'écoute. Donc là, je vais le laisser comme ça. On va faire start. Voilà. Donc là, je suis bien à 149. Donc là, j'ai un
un très un très beau triangle équilatéral, donc tout va bien. Voilà, je vais faire Next. À partir de là, il va mesurer et donc bah, voilà, l'ensemble l'ensemble de la pièce, l'ensemble de la zone d'écoute. Je vais faire Next. Voilà. Là, il va me demander, donc voilà, donc il y a 37 mesures. Il va me demander à chaque fois de placer le micro donc à certaines zones du point d'écoute. On va le faire. Donc là, il commence, vous voyez, par le point d'écoute. Il a commencé par le point d'écoute. Et donc, à chaque fois, il va aller chercher un petit peu des zones dans le sweet spot. Donc là, je dois me déplacer voilà, avec le micro à la main et aller chercher point par point. Donc, je vais en faire quelques-uns. Et après, je vais passer un petit peu les étapes. Je vais vous épargner ça. À la fin, j'aurai le résultat de cette mesure. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je viens de terminer les 37 points de mesure. Voilà, donc je vous ai épargné ça, hein, voilà, pour pas que ce soit trop là pour vous. Et donc, je tombe sur cette interface, voilà, le Sound ID référence from Sonarworks, avec la courbe de réponse de mes deux enceintes, qu'on voit ici dans ce petit menu, voilà, Before, L et R. Donc ça, c'est les courbes de réponse. Là, on n'a que les informations donc, en niveau, hein, donc, et en fréquence. On n'a pas l'information temporelle, hein, on n'a pas de waterfall ou de wavelet, on n'a que des informations fréquentielles. Et donc, on voit effectivement, donc je reconnais, si je puis dire, mes courbes, hein, puisqu'on les a mesurées maintes et maintes fois ici dans ce studio. On voit bien ce petit trou donc à 100 Hz, un effet de couplage à 130 ici, puis après voilà, médium aigu, voilà, donc on voit que c'est relativement cohérent. Il faut bien comprendre que ces courbes correspondent donc à la moyenne de tous les points qu'on a mesurés. Et donc, mis bout à bout, on obtient cette courbe de réponse. Donc là, quand on a fait les tests, hein, vous doutez bien qu'avant de vous présenter ça, on a fait plusieurs tests, notamment avec Patrick. Je pense que dans cette procédure, le logiciel doit mesurer pas mal de choses. Alors évidemment, dans la zone d'écoute, il doit évaluer les phénomènes acoustiques de la salle, donc les effets de couplage aux enceintes, les ondes stationnaires, les premières réflexions, etc. etc. Mais on soupçonne, entre guillemets, avec Patrick aussi, qu'il doit prendre en compte la puissance acoustique de l'enceinte, parce que quand on fait une calibration et une mesure d'enceinte, le meilleur endroit pour mesurer une enceinte, c'est vraiment à 30 degrés, donc c'est là où on a tout le rayonnement, la moyenne, la puissance acoustique, donc la moyenne de la courbe de réponse de l'enceinte. Donc je pense que le fait de se déplacer un petit peu comme ça, sur le sweet spot et autour de l'enceinte, entre guillemets, ça prend en compte ces valeurs-là. Parce qu'au final, quand on mesure, on ne sait pas vraiment ce qu'il mesure. Donc voilà, en tout cas, on suppose que c'est ça. Donc voilà, mes courbes. On arrive donc dans l'interface et le principe, c'est de voir un petit peu ce qui se passe après. Donc pour voir ce qui se passe après, on peut lui demander de visualiser la courbe de calibration. Donc je vais regarder que l'enceinte de gauche pour que ce soit plus simple. Je vais lui demander la courbe de calibration. Voilà. Donc en violet, ma courbe de réponse, enceinte de gauche, et en vert, c'est la correction qui va appliquer. Là, par exemple, à 100 Hz, on voit que j'ai un gros trou, donc là j'ai un phénomène pour le coup d'onde stationnaire, et donc il me le compense en augmentant le niveau, en faisant un EQ en fait, hein, c'est vraiment un EQ tout simple, d'environ, là j'ai des paliers de 6 dB, donc on est à 3-4 dB, donc vous voyez ici,
J'ai le même phénomène à 130, donc là j'ai une grosse bosse donc de plus de 6 dB, et donc il fait l'inverse. Il descend la fréquence, et ainsi de suite. Vous voyez, il compense un petit peu, il fait un peu le miroir en fait, hein, il fait la courbe à l'envers. Hein, voilà. Et donc il calcule, donc si je regarde la courbe simulated after, il estime que le résultat de l'EQ correspond donc à cette courbe rose ici, vous voyez, donc quelque chose d'assez droit, voilà. Sachant que l'objectif, donc là après pourquoi cette courbe elle peut changer si je lui demande différentes cibles, donc là en l'occurrence j'ai demandé une courbe plate, d'ailleurs je peux lui demander de le voir ici aussi, target, donc c'est une courbe plate, voilà, donc il fait la correction, donc l'objectif c'est la noire, il fait la correction en vert, et le résultat est cette courbe rose ici, voilà, donc là effectivement, là on voit que, là j'ai pas tous les paliers, mais on voit qu'à 50 Hz il y a plus de son, bon bah évidemment l'enceinte ne peut pas le fournir, donc là on pourra pas avoir du niveau, hein, même si visiblement il essaye d'en mettre là, mais on ne peut pas l'avoir. Donc voilà, donc c'est assez visuel, c'est plutôt bien fait, mais il faut bien comprendre que cette courbe-là, c'est ni plus ni moins qu'une estimation. Donc ça ne veut pas dire que c'est le résultat que vous allez avoir. Voilà. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important de bien mesurer avant et après. Donc ça, on fera cet exercice-là juste après avec Patrick, pour voir si vraiment il travaille comme il faut, si je puis dire. En tout cas, si le résultat qu'il calcule est bien celui qui donne. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour visualiser toutes vos courbes, on le voit ici. Voilà, donc il y a les courbes de phase. Les courbes limites, c'est, je crois, ça c'est intéressant, c'est en fait les limites de correction, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs ici, limite contrôle. Donc là on est sur 12 dB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on indique à la machine d'aller jusqu'à plus ou moins 12 dB de correction. Donc ça peut être parfois intéressant de le prendre en compte, parce qu'il y a des enceintes qui ne sont pas forcément... Enfin voilà, quand on demande 12 dB à une enceinte, on demande 12 fois plus de puissance, donc forcément, même plus d'ailleurs, mais enfin en tout cas, ça peut des fois donner beaucoup de niveaux, et bah, les amplis ne suivent pas, les haut-parleurs peuvent ne pas suivre, donc c'est important de bien prendre en compte ça. Donc là j'ai les niveaux maximaux, donc là j'ai mis 12 dB, bon là je sais que les Bora, pas de problème, elles tolèrent bien ces niveaux-là, mais en l'occurrence il n'a pas fait plus de corrections que ça, je vois que le maximum c'est les 6 dB ici, en l'occurrence qu'il a baissé, il n'a pas fait plus de choses que ça. Après ce qui est intéressant dans ce menu ici, Max, Low Frequency et High Frequency, c'est comment dire, c'est un petit peu lui demander s'il veut aller chercher beaucoup plus de graves. Par exemple, si je me mets en agressive, on voit qu'il va aller chercher beaucoup plus de graves. Donc là, on voit qu'il, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de son en dessous de 50, mais là, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a aucun couplage avec l'enceinte. Et puis l'enceinte, bon, bah voilà, c'est un petit haut-parleur, hein, donc au bout d'un moment, le grave, voilà. Mais on peut lui demander d'aller chercher ces infos. Donc là, ça peut être intéressant, parfois, notamment avec un caisson basse ou ce genre de choses, pour aller chercher du niveau un peu plus bas. Mais encore une fois, il faut être prudent, parce que on peut endommager les haut-parleurs des fois. Il faut faire quand même attention. Et c'est pareil dans l'aigu, je vois extend, agressive. Donc là, on peut aller chercher, corriger l'aigu jusqu'à carrément 20 kg. Donc voilà. Bon, ça c'est pareil. Donc ça, effectivement, pour gérer ça, soit il faudrait le faire à la mesure, voir un peu ce qui se passe, ou tout simplement, comment dire, à l'écoute en fait. Voilà, je pense que c'est encore le mieux, hein. Je vais rester en neutral ici, hop, voilà, tac. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, j'ai commencé par ça, j'ai pas fait dans l'ordre que je voulais, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est les différents types de fils qu'ils proposent. Là, par défaut, j'étais en phase linéaire, j'ai pas fait attention. C'est les différents types de fils qu'ils proposent. Le mode par défaut, si je dis pas de bêtises, c'est le 0 latency. Donc là, il explique que quand on est en 0 latency, en fait, on a affaire à un EQ tout à fait classique, hein. Un EQ voilà, qu'on peut trouver n'importe où. Et donc, ils disent que voilà, effectivement, ça consomme le moins de process, le moins de latence. Et donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour faire de l'écoute en temps réel.
c'est ce qu'ils disent là. Et quand je me mets en linéaire phase, et ben là je vais travailler avec des filtres donc FIR, donc ils ne toucheront pas à la phase. D'ailleurs, si on regarde la courbe de phase ici, je vais enlever la limite, je vais enlever un petit peu des choses, je vais enlever la calibration, je vais garder le before, voilà, hop, voilà. Là on voit que la courbe de phase en phase linéaire, elle est parfaitement droite. Donc on voit que il n'y a aucune rupture de phase, elle n'est pas impactée. Si je me mets en 0 latency, on voit que, que ça bouge, forcément. Donc si je me mets en linéaire phase, il ne se passe rien. Et ce qu'on constate aussi en linéaire phase, on voit que ça travaille essentiellement dans le grave. Si on voit la courbe rose ici, on voit que ça va travailler jusqu'à 100, même 200 Hz. Hop, si je me mets en 0 latency, vous voyez, ça travaille un petit peu en bas. Hop, vous voyez. Donc ça, à mon avis, c'est ce qu'on, comment dirais-je, on pensait avec Patrick. D'ailleurs, pour le vérifier, je vais peut-être mettre les deux enceintes. On va voir s'il fait la même chose en phase linéaire et en 0 latency. Ouais, ça change un petit peu sur les deux. Il fait la même chose. Mais ouais, parce qu'on suppose que le fait qu'il travaille dans le grave, c'est pour amener une certaine cohérence au niveau de la répartition du grave entre les deux enceintes, parce que parfois, effectivement, les effets de couplage dans le grave peuvent être très différents d'une enceinte à l'autre. Et donc, je pense que ça permet de jouer là-dessus pour avoir quelque chose de plus, comment dirais-je, de plus symétrique, quoi. Voilà. Je pense que c'est dû à ça. Voilà, et un mode mix, bon, moi qui est un compromis un petit peu voilà, entre les deux. Voilà. Donc pas de souci. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai parlé donc des limites. Je vous ai pas parlé de cette option qui est Adjust Listing Spot. Donc c'est en fait donc moi ici j'ai pas trop de problèmes puisqu'on a vu que j'avais un triangle équilatéral assez propre, mais on peut lui demander de compenser notamment les décalages temporels. Si par exemple vous avez une enceinte qui est légèrement décalée, bon, ben, il permet quand même d'aligner un petit peu ça. Donc ça peut être intéressant. Mais si vous voyez que vous avez des décalages, je vous conseille vraiment de bien mettre vos enceintes bien comme il faut, parce que ça peut peut-être créer parfois des effets un peu de phasing, de filtre en peigne qui peuvent être un petit peu désagréables. Mais en tout cas, il permet de le compenser. Bon, moi je l'ai mis. Si vous n'êtes pas sûr du truc, sinon faites-le à l'oreille. D'ailleurs, vous voyez on voit qu'il compense de 0,4 dB, d'accord. Donc il estime qu'il y a une différence de 0,4 dB entre les deux enceintes. Donc l'enceinte de droite en l'occurrence. D'accord. Bon. Ça, faudrait écouter. Faudrait vraiment écouter pour voir ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ici, on a un autre menu. Ouais, c'est le Safe Headroom Enable. Ben, en fait, c'est tout simplement un espèce comment dirais-je, de volume ici qu'on a là. Donc en fait, il donne une marge de niveau, donc en l'occurrence là de 6 dB 9, pour, voilà, comme il le dit d'ailleurs, pour, comment dire, pour bon, bah, éviter les clippings, et puis peut-être parfois aussi pour éviter d'endommager les haut-parleurs et tout ça. Donc ça, c'est une option qui est plutôt cool. On peut le mettre ou pas, voilà. Donc ça, c'est chouette. Voilà ce qu'on peut en dire. Bon, ce que je vous ai pas dit peut-être, c'est qu'effectivement, quand vous faites vos mesures, vous pouvez stocker donc tous vos profils ici. Vous avez un petit menu qui apparaît, donc vous choisissez vos profils. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Voilà, si vous avez plusieurs studios ou quoi, bah, vous pouvez les stocker là-dedans. Donc ça, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa, hein, ma foi. Là ici, donc je vous en ai pas parlé, mais c'est les courbes cibles. Donc moi, donc on est parti sur une courbe plate. On a des courbes toutes faites, hein, c'est des presets. Donc en Dolby, donc là, quand vous faites des calages en multipoint, j'imagine, parce que là, donc nous on l'a fait en stéréo, mais quand on fait des calages en multicanal, et ben je pense que voilà, il peut nous faire des courbes cibles. Comment dirais-je, adapté pour Dolby Atmos, et des presets de courbes, voilà, défaut, calibrate only low frequency. Voilà, oui, donc ça, on peut customiser ça, oui, voilà, ça peut être sympa, oui. On a un filtre, donc si on veut, par exemple, travailler que le grave,
on peut le faire. Ça, c'est plutôt chouette. Voilà, parce que des fois, dans l'aigu, hein, comme on l'a vu, selon les mesures, on peut avoir des résultats très différents. Donc, encore une fois, hein, mesurez, hein, si vous n'êtes pas sûr, ou faites des écoutes pour ça. Don't calibrate the Twitter crossover. Ah, c'est intéressant. Donc là, il considère que le crossover du tweet est ici. Donc voilà, pour éviter les ruptures de phase et tout, d'accord. C'est intéressant. Donc ça, c'est pareil, j'imagine ça se déplace. Ça se déplace pas, mais il faut que je fasse comme ça. Oui, d'accord, ok. D'accord. Voilà, bon, c'est plutôt cool. Bon, ça, après, il faut faire des tests, hein. Je pense que c'est vraiment cas par cas, hein. En tout cas, le logiciel permet de faire ça. Voilà, c'est plutôt chouette. Cette petite option dry wet, ouais, que je vous ai pas parlé. Oui, c'est ça, j'avais entendu dire parfois des gens qui mettaient pas forcément à 100%. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut appliquer totalement le process ou le doser comme ça. Bon, pourquoi pas. C'est vrai que là, c'est pareil. Il faut voir la mesure, encore une fois, à l'écoute, voir ce qui se passe. Moi, je serais d'avis de le mettre à 100%. Et puis, si vous voyez que vous avez des choses un petit peu bizarres, bah, peut-être travailler justement, comment dire, sur qu'une partie du spectre, par exemple, que sur le grave ou que sur l'aigu. Je pense que c'est des tests à faire pour bien compenser ça. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Là, j'ai un bypass. Voilà, donc pas de souci. Donc là, évidemment, j'ai fait des petites manips sur le logiciel. Évidemment, il faudrait que j'écoute. Ce qu'on va faire dans un deuxième temps avec Patrick, c'est évidemment mesurer avant et après correction pour voir si vraiment les courbes qu'il donne sont celles qu'on obtient. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, mon Patrick, on vient de faire la procédure SonarWorks. Oui. On a forcément, on le voit ici, donc on l'a fait que sur l'enceinte de gauche, hein, évidemment. Oui. Pas le principe est le même pour le les principe, côtés. On a effectivement la courbe de réponse de l'enceinte. Donc Oui. là, on ne parle pas de temps, hein, on a vraiment que des informations de niveau, donc on a une courbe de réponse. On a l'enceinte de gauche. On observe à la mesure qu'on a exactement la même chose. On va regarder ici, donc bon, je l'ai appelé Bora L0, on va l'ouvrir. Donc là, on prend la réponse impulsionnelle, donc là on voit quelques millisecondes, bon, voilà, donc dû au circuit de la direct. Oui, on a un peu de décalage. C'est de la carte son, voilà. des petits soucis de carte son, enfin bref. Et donc là, on voit que la réponse impulsionnelle est toujours la réflexion sur la console. On n'a rien fait, voilà. Hein. Donc là, on va faire la courbe de réponse. Voilà. Donc ça, c'est en 12e d'octave, on va se mettre en tiers d'octave pour être raccord par rapport à la... Voilà, à peu près à ce qu'on voit. À ce qu'on voit à l'écran. Et on a quelque chose, on remarque. Hein. On est relativement... on est d'accord. On mesure bien la même chose. Donc SonarWorks a bien mesuré quelque chose avec sa moyenne, quelque chose qui a... Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même chose, parce que toi tu as un seul point là-bas, point d'écoute, et là on a donc cette multitude de points. Tout à fait. On évoquera par la suite d'ailleurs le pourquoi du comment, effectivement, quand on parlait de directivité d'enceinte et tout ça. On évoquera pourquoi on fait du multipoint et qu'est-ce qui est la différence par rapport à un point. Parce que effectivement, le fait de faire plusieurs points comme ça, on part du principe qui veut mesurer, comme on disait, enfin comme vous le verrez plus tard, la puissance acoustique de l'enceinte. On en parlera pour faire moyenne. Ensuite, il nous donne la courbe de calibration. Donc en fait, c'est la courbe de compensation en niveau qu'il nous propose. Donc on voit qu'effectivement, en moyenne, hein. Il veut augmenter le 100 Hz, il veut baisser un petit peu plus bas vers 130 pour avoir l'objectif d'une courbe droite, puisque là on lui demande. Donc on va regarder. Donc, flat target, c'est. Il va faire une moyenne en puissance acoustique qu'on expliquera après. Ouais. Hein, donc c'est une moyenne, disons, utilisée par rapport au. Voilà, de tout ce qu'il a mesuré. Qui est je dirais, significatif de la réponse en puissance acoustique qui est liée au multipoint, quoi. Hein. Absolument. C'est une moyenne. Voilà, donc on va le faire, on va le charger ici. Donc c'est L1. Voilà, ici. Donc là, et là, L1, on a mis 0 latency. Et flat, ce qu'on n'a pas de coefficient. Voilà, c'est le mode ici, le premier mode qu'on a là. Voilà. Et là, on va regarder. Alors déjà, la première chose qu'on observe, c'est qu'on n'a absolument pas modifié la réponse impulsionnelle. Ouais. Elle est la même. Alors, on ne voit pas dans le grave, on voit dans le médium aigu, là, puisque le grave est contenu dedans, mais on ne le voit pas compte tenu de la typologie de la réponse impulsionnelle. Et voilà. Et là, on voit qu'on a ajouté, alors donc on va se mettre ici,
Voilà, donc hein, on a ajouté, donc on est à 50 millisecondes là ici parce qu'en fait on passe par, on est passé par Pro Tools Voilà. et parce qu'on a un problème de carte son, bon, peu importe. Oui, hein. c'était pour faciliter le truc. Voilà, pour faciliter. Mais donc la latence qu'on voit ici n'est pas due au. Ah bah elle est On est infime. en zéro hein, latency, donc il nous dit, lui, 1,5 voilà. millisecondes, je veux bien le croire, puisque là, la latence rajoutée est due à C'est Pro le Tools. principe du logiciel qu'on avait vu fait. déjà à l'époque, on Voilà. a testé. C'est Tout pour à faire de fait. l'écoute en temps réel, quoi. Quand on enregistre un musicien, Voilà. c'est pour avoir la correction acoustique. Voilà, alors sans maintenant, latence. voilà, tout à fait. Alors maintenant, eh bien, on va passer à la courbe de réponse. Et la courbe de réponse, donc là, toujours en tiers d'octave, eh bien, on voit que là, on a une courbe de réponse où il est effectivement, il a corrigé des choses qui correspondent à peu près à ce qu'on a, ce qu'on nous montre ici, hein, donc avec des variantes un petit peu, mais encore dans le grave, il y a quelques petites variantes, tout ça, encore une fois, mais on retrouve l'allure quand même, hein, surtout dans le médium, aigu, mais bon, bien sûr, parce que là, on n'a qu'un seul point, au point de mesure, et là, c'est une moyenne Eh oui. de je dirais, des différents points qu'on a fait. Hein. Mais on voit qu'il y a une petite différence. Hein, ouais. Et puis maintenant, eh bien, on va voir. En tout cas, il a fait des choses. Oui, il a fait des choses. Alors maintenant, on va voir avec le linéaire phase ce qu'il fait. Alors linéaire phase, toc, là, on s'aperçoit que là, par rapport à tout à l'heure, eh bien, on a à nouveau un autre délai. J'avais mis un curseur tout à l'heure. Hein. Il n'y est plus. Bravo. Alors là, on était à 50 millisecondes. Et là, maintenant, on est à, on va dire, 95 millisecondes. Ouais, C'est qu'on a une quarantaine de millisecondes voilà, 45 millisecondes de retard, de latence dû au process, en fait. Au process de linéaire phase. Hein. Ouais. Voilà. Okay. Ce qui est à peu près ce qui... Ouais, c'est ça. Bon, là, il me reste là, mais... Enfin, quand on est dans le logiciel, forcément, il y a de la latence. Là, on est passé par oui. le même process par Pro Tools. Hein. Donc la latence, c'est forcément la même. Donc c'est la différence des deux. Là, on est à 95 millisecondes. Tout à l'heure, on était à 50. Donc on a 45 millisecondes de retard en plus. OK. Alors on va voir maintenant. Alors est-ce qu'il nous a fait plus de... Donc là, on va regarder. Si la réponse impulsionnelle, bon, on voit qu'elle est quasiment pareille, la réponse impulsionnelle. Hein. On n'a pas modifié. Alors peut-être qu'il y a des choses, vous voyez qu'il y a des choses qui se passent avant maintenant. Donc peut-être qu'on a modifié des choses quand même. On va aller voir en courbe de réponse ce qui se passe. Et on s'aperçoit, si on revient en tiers d'octave, qu'en courbe de réponse, dans le médium aigu, on a quasiment la même chose. Un petit peu des médiums qui ont changé d'un dB là, un petit peu. Mais c'est surtout un petit peu dans le grave, vers 100 Hz là. Hein, si on regarde par rapport à l'autre, là, si on enlève la première, voilà, quand on regarde l'autre, la verte par rapport à rouge ici, on s'aperçoit qu'on a 2 dB par-ci, 2 dB par-là, 1 dB par-ci, 2 dB par-là de différence. Hein, en fait, en courbe de réponse, c'est pas très, pas très significatif de ce qu'il fait. Alors, j'aurais bien une explication après hein, à vous fournir. Oui. Alors, on va regarder en ondelette. Regardons en ondelette. Regardons en ondelette. Alors, en ondelette, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe, on en a fait les ondelettes, donc on va les recharger en ondelette, voilà, ici. Donc là, on a nos différentiels d'amplitude-fréquence qu'on vient de voir, qu'on retrouve ici. Hein. Et en ondelette, donc si on prend Bora à ici L0, c'est-à-dire qu'on a les ondelettes ici donc on peut voir ici sur l'écran, donc là c'est sans correction, avec le 0 latency, voilà, qu'on va mettre à côté, ici par exemple, hein, et on a le linéaire phase qu'on va mettre un petit peu plus loin. On va distribuer ça pour pouvoir comparer les trois écrans. Après, hein, voilà. Hein, on va comparer les trois écrans comme ça, et ce qui va nous permettre de savoir un petit peu ce qui se passe globalement par rapport à tout ça. Pas la même chose. Alors là, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que ici, donc en dehors des latences, hein, là, on a vraiment entre 0 et... enfin, 0.
pas de correction et des corrections, on a des modifications. Et on voit, ça c'est intéressant. Ouais, dans le Ça grave, c'est intéressant, il se passe des Nicolas. choses. Oui. Tu trouves ça intéressant aussi? C'est pour ça que sur la courbe, Moi aussi. c'est pas significatif, mais... Oui, là, mais en ondelettes, d'où l'intérêt des En ondelettes, on ondelettes, voit ouais, que là, ça on a change vraiment. changé des choses, Ouais. mais on voit surtout qu'on a changé des choses, pas dans le médium aigu, mais dans le grave. Ouais. Alors, pourquoi à mon avis, parce que j'ai pas vu d'informations vraiment là-dessus, en fait, et ça c'est intelligent, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'une onde dans le grave, quand on a du grave avec l'enceinte droite et avec l'enceinte gauche, par exemple, c'est-à-dire deux caissons de grave, autrement dit, qui sont placés à deux endroits différents de la salle, eh bien, on ne va pas exciter forcément les mêmes ondes stationnaires de la salle dans le Oui. grave, puisque les ondes stationnaires, c'est dans le grave. Et à partir de ce moment-là, les ondes stationnaires, je vous ai dit, ça provoque des retards, comme s'il y avait des ressorts invisibles qui se compriment et se décompriment avec un certain retard. Et comme ils ne sont pas au même endroit, c'est le même haut-parleur, mais pas complètement au même endroit, ils n'excitent pas forcément les mêmes ondes stationnaires. C'est-à-dire que au point d'écoute, eh bien, on va avoir en fait éventuellement, mettons à 80 Hz, hein, ici c'est plutôt autour qu'on a des différences, autour de 100 Hz, là, ici on voit qu'on a des différences, ici. Eh bien, autour de 100 Hz, ce qui va se produire, c'est que les deux enceintes vont pas nous donner forcément le grave en même temps. Et ça, on va immédiatement l'entendre, même si la courbe de réponse est droite, par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que les deux enceintes, les deux graves à 80 Hz, eh bien, ils vont pas arriver en même temps et on va dire, tiens, il y a un petit problème de phasing. Et on va l'entendre parce qu'on est hypersensible à tout ce qui est temporalité au niveau écoute. Et là, je pense que c'est mon interprétation Oui. parce que je n'ai pas vu d'explication vraiment du constructeur là-dessus, mais je pense que l'explication et l'intelligence là-dessus de ce logiciel et de cette correction est de rendre compatible en fait le barycentre d'énergie globalement dans le graphe d'une enceinte gauche par rapport à une enceinte droite. Là, évidemment, on voit une petite différence parce qu'on n'a mis que l'enceinte de gauche. Et si on mettait, on ne peut pas tout faire, on est un petit peu pris par le temps quand même, mais si on mettait l'enceinte gauche et l'enceinte de droite, on verrait que sans doute, les deux, il les remettrait un petit peu synchrones au niveau temporel, ce qui éviterait ce problème de déphasage et comment j'ai dit, Oui, de décalage. Pas de décalage, mais le fait qu'il n'y ait pas les mêmes informations dans le grave sur les deux enceintes. Qui arrivent en même temps, il voilà. compense, hein. quoi. Ouais. Voilà. Il compense. Donc on a un espèce de phasing, on a une espèce de souvent je dis qu'il y a un problème de phasing dans le grave, en fait ça vient un problème de temporalité. Et ça, je pense que c'est pour résoudre ça. Et pour faire ça, évidemment, il a besoin de retard. Parce qu'il a besoin d'observer le signal sur un certain périmètre et avec un certain temps pour remettre tout ça à l'heure. Donc je pense que c'est la raison profonde de pourquoi l'intérêt du zéro latency, qu'on ne voit pas vraiment parce que là on se dit, bon, entre zéro latency et là, voilà. Et c'est ce qui explique que les utilisateurs, des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs hein, au niveau de la notice technique. Ils disent, il faut essayer. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ça va dépendre de la salle et de l'excitation des deux enceintes dans le grave à gauche et à droite, mettons, en fonction des ondes stationnaires. Et ça, chaque cas est un cas particulier. Et donc, il faut voir si l'un des deux. Alors, la plupart du temps, effectivement, s'il y a un problème de phasing, comme ça, entre les deux, le zéro latency devrait permettre de le résoudre. Ce qui va aller dans le bon sens. Mais en fait, il intervient dans le grave et non pas dans le médium aigu, contrairement, on va voir, au Trinov, qui lui va travailler beaucoup plus en FIR. Donc, il ne travaille pas vraiment en FIR, il utilise du FIR pour recaler en fait, le grave de chaque côté par rapport à la réaction de la salle. Oui, d'accord. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que pour moi c'est clair. Là, c'est ce qu'on et c'est intelligent. C'est ce qu'on a observé aussi sur Arc. En fait, c'est vraiment la seule différence, même sur la courbe. Hein. On voit que ça agit que dans le grave, donc il n'y aurait pas 150 explications. Non, je pense que on voit bien que ça agit que dans le grave, là, c'est très net. Là. Donc je pense que c'est ça le concept du médium grave, quoi. Le concept du zéro latency, c'est un peu ça, c'est faire un peu l'impasse sur ce traitement du grave pour avoir moins de latence logicielle. Pour resynchroniser en fait le grave dans la salle par rapport aux ondes stationnaires, au retard dû aux ondes stationnaires qui n'est pas symétrique en fait dans la salle en fonction des deux enceintes.
Ok. Bon, après, il y a toutes les petites options que... Oui, que- après, il y a d'autres options qui sont des options après moi, d'adaptation on va dire aux cultures d'écoute et au type de son ça, de c'est des production choses qu'on fait, quoi. ouais, puis qu'on retrouve aussi sur Arc, qu'on retrouve Trouve aussi les sur mêmes choses. Trinov. Mais le gros de l'intérêt du logiciel, c'est là, moi, je pense, hein. Ouais. Et puis de linéariser quand même la courbe de réponse en moyenne, en puissance acoustique, comme on va le voir après, d'ailleurs, on en parlera